Comme je vous le disais, effectivement, nous allons maintenant aborder de façon un peu plus courte euh, l'obligation effectivement de la mise à jour, hein, qui introduira ensuite effectivement l'impact des contraintes sanitaires et de la situation que nous vivons actuellement sur cette mise à jour, hein, du DER, étant, je dirais, étant la cause, hein, principale de l'organisation de ce rendez-vous aujourd'hui. Donc, je vais laisser effectivement Monsieur Salmon nous rappeler, je dirais, les obligations légales par rapport à cette obligation de mise à jour du DER, sachant que c'est encore à vous, je dirais, en tant que dirigeant ou en tant que dirigeant, de porter en fait, hein, cette mise à jour. Monsieur Salmon, je vous laisse la parole Ok. à ce moment-là. Euh, Effectivement, on peut être à la fois très court et exhaustif sur le sujet. Moi, j'ai pris le parti d'être assez court. J'ai fait un slide que vous avez à l'écran là, sur le sujet parce que réglementairement, les choses sont assez simples. Il faut actualiser au moins une fois par an et à l'occasion de certains événements, savoir lorsqu'il y a un aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité au travail et lorsque il y a une information supplémentaire sur un risque. Sachant que ce n'est pas la nouvelle information qu'il faut renseigner, il faut mettre de Covid-19, j'ai pris en compte le Covid-19, il faut regarder l'évaluation des risques du Covid-19. Alors, voilà, on pourrait s'en arrêter là. Mais si on veut rentrer un petit peu dans le détail, s'agissant notamment du Covid-19, euh, euh, donc il y a cette nécessité de le prendre en compte, mais on voit bien aujourd'hui, le Covid-19, c'est en réalité la manière de travailler qui change. Effectivement, et ça reprend la question qui était posée, quoi, comment prévenir l'usage du tabac, de la drogue ou du salarié alors que les salariés sont en télétravail? Ben, c'est sûr que certaines entreprises pratiquent beaucoup le télétravail actuellement. Et donc, il y a toute une réflexion qui est forcément nouvelle et qui est forcément à entreprendre, même si on comprend bien que ce n'est pas l'urgence forcément du moment. Les entreprises sont plus attachées déjà à faire tourner la machine. Mais lorsque il y a un sujet et un contentieux, je suis désolé de dire à chaque fois un contentieux, mais comme c'est mon métier, je parle de ce que je connais. Lorsque on est un an après, 2 ans, et qu'on dit ah bah regardez, au mois d'avril 2020, il y a eu ça comme épisode, on ne comprend pas, la personne était en télétravail, effectivement, elle a dû répondre à des questions, etc., à des heures plus espacées, etc. Enfin, il y a une problématique extrêmement large qui déborde du Covid et qui est celle du télétravail en réalité. Parce que c'est sur ce volet-là, en tout cas, sur le volet Covid, il y a un volet télétravail qui fait que si on rentre euh, beaucoup en télétravail, bah, on rentre sur tout la déclinaison des risques liés au télétravail. Et là, on ouvre un champ qui est très fort, hein, parce que télétravail à distance, c'est effectivement parce qu'il y a le télétravail ponctuel qui était en réalité pratiqué un peu euh, par certaines entreprises. Et donc, il n'y avait pas forcément de démarche de réflexion sur l'aspect sécurité physique et mentale qui était retranscrite dans les DU. Mais aujourd'hui, vu la généralisation du télétravail qui s'impose en période de confinement, mais qui va très certainement s'imposer aussi dans les faits, dans les méthodes de travail, pour une partie, hein, on ne parle pas de 70% de la population non plus, mais quand même, ça va se généraliser. Ben forcément, si le télétravail se généralise, à raison d'une ou deux journées minimum par semaine pour certains postes, ben, il va falloir retranscrire dans le document unique de sécurité les conséquences que ça implique en matière de gestion de sécurité. Donc, il y a sans doute un gros travail à effectuer sur ce volet télétravail.
Après, il y a un autre gros travail qui, lui, est plus visible à effectuer par rapport au Covid-19, mais qui a été effectué en réalité. Enfin, moi, je vois au sein de notre cabinet comme au sein de pas mal d'entreprises. Euh, vous rentrez chez vous le soir, dans un premier temps, vous écoutez la télé, la radio. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut la fermer, hein, parce que c'est un peu anxiogène. Mais vous êtes informé et vous avez des informations sur les risques épidémiques. Et donc, dans l'entreprise, vous devez gérer ces risques-là. Et vous devez démontrer, d'ailleurs, en cas de difficulté, que vous êtes à jour des connaissances sur le sujet, hein, mais sachant que les connaissances évoluent de jour en jour, on voit bien, ou de mois en mois. Mais l'entreprise doit mettre en place la distanciation sociale, les masques. Et c'est vrai que d'une entreprise à une autre, ça peut être différent, quoi, hein. Et rien que le port du masque et la distanciation sociale, ça, c'est quand même des éléments qui sont primordiaux, d'une part, à actualiser. Donc, dans le document unique, il faut pouvoir retranscrire cette évaluation des risques qui a été faite. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, je ne sais pas moi, vous avez 15 bureaux, 3 salles de réunion, il faut mettre en place le protocole qui va bien, avec le nombre de personnes qui va bien, avec des croix sur les chaises, des croix sur les tables pour espacer les gens, etc., etc., pour justifier que vous avez pris en compte. Parce que si la pratique, ensuite, c'est que les gens ne respectent pas les règles de sécurité qui ont été prévues, vous êtes pas à l'abri qu'un jour, on vienne vous dire, mais au moment du Covid, en réalité, moi salarié, soit j'ai attrapé le Covid, et je me demande bien pourquoi je l'ai attrapé, parce que moi, je le respecte à titre personnel, mais dans l'entreprise, voilà comment ça se passait. Et le voilà comment ça se passait, ça va être une tarte à la crème qui va être réutilisée dans les contentieux prud'homaux comme dans d'autres, par des salariés qui vont dire, regardez, mon employeur ne fait pas bien les choses. Voilà d'ailleurs comment ça a été géré l'épisode Covid. Bon. Et forcément, il va utiliser quelques exemples qui vont être très frappants, entre guillemets, qui vont peut-être pas refléter 95% des situations, mais il suffit que 5% des situations soient pas bien gérées pour que ce soit des éléments qui sont utilisés. Donc, moi, je suis d'avis sur ce sujet-là, de se saisir de ça et d'être très impliqué et très exhaustif dans l'écriture et la mise à jour du DUE, du DUER, pour, encore une fois, justifier de la démarche de prévention forte qui est celle de l'entreprise. Parce que c'est un outil, je me répète, mais c'est un outil de prévention. C'est un outil aussi de management parce que ça permet de dialoguer. Et ça peut être pas mal lorsque c'est compliqué de se parler, etc. En réalité, ça permet de se parler sur des sujets qui sont normalement partagés. Et surtout, c'est un outil de justification du sérieux et de l'ampleur du travail accompli. Donc, voilà sur le Covid, comment je vois les choses. Et sachant que, pour redire ce que je disais tout à l'heure, c'est que à l'occasion donc du Covid, il y a donc plusieurs ordonnances en référé qui ont été rendues pour La Poste, pour Amazon, pour Carrefour, pour Renault, etc. et pour Enedis et autres. Et vous avez donc les différentes juridictions qui ont considéré qu'il fallait associer le CSE, puisque c'est dans les termes qui sont utilisés, alors qui sont utilisés d'ailleurs par le ministère du Travail. Hein, parce que tout à l'heure, effectivement, on parlait de la directive de la retranscription. La retranscription, elle est plus ou moins légère, entre guillemets, en termes d'obligations juridiques. Et donc, finalement, ce qui est utilisé, mais utilisé même par les tribunaux, alors que les tribunaux utilisent des circulaires. Bon, les circulaires, ça n'a pas une force réglementaire. Hein. Donc, néanmoins, les tribunaux s'appuient sur la circulaire de 2002 du ministère du Travail, qui explique que les représentants du personnel doivent être associés au processus de mise en œuvre de la démarche, tant au regard de l'évaluation des risques que de la préparation des actions de prévention.
Et donc, les tribunaux utilisent ce document pour dire, bah oui, il faut associer le CSE. Donc, voilà, moi, au niveau de la mise à jour, comment je vois les choses. Et effectivement, par exemple, la question tout à l'heure, l'usage du tabac, de la drogue et de l'alcool en télétravail, ça, c'est des sujets qu'effectivement l'employeur doit traiter dans ses locaux. Mais c'est en réalité des sujets qu'on doit traiter lorsque les gens sont en dehors des locaux. Donc, il faut. Alors, tout n'est pas à refaire non plus, hein. Je veux dire, entre le règlement intérieur qui prévoit, il faut peut-être adapter son règlement intérieur aussi, en rappelant que ça vaut aussi bien dans les locaux qu'à l'extérieur des locaux lorsque les gens sont en télétravail. Donc, il y a peut-être une petite retouche à faire dans le règlement intérieur sur ce volet-là, comme il y a une petite retouche à faire dans le document unique pour l'aspect télétravail. Voilà quelques remarques générales, en tout cas. Merci beaucoup. Quelques interrogations sur le volet réglementaire finalement de cette mise à jour. Pour vous, est-ce que l'entreprise doit, mais surtout elle a intérêt à respecter un certain parallélisme des formes entre la mise en place et la mise à jour du document unique. Vous parliez tout à l'heure du CSE, hein, la consultation, l'intégration finalement du CSE dans la réflexion. Mais est-ce que si elle a créé des cellules avec notamment des salariés, si elle a contacté tel ou tel acteur, est-ce qu'elle doit également le faire pour la mise à jour? Alors, dans l'absolu, je pense que oui. Maintenant, dans la pratique, tout dépend comment ça a été fait la première fois. Parce que si la première fois, il y a eu une association, enfin, il y a eu recours à plusieurs interlocuteurs, c'est peut-être difficile lorsqu'on le met à jour, dans l'urgence en tout cas, d'avoir le temps de recourir à tous ces mêmes acteurs. Parce que si c'est l'inspecteur du travail, alors d'ailleurs, bon, je pense que c'est la médecine du travail qui est la plus adaptée, et la CARSAT, à mon sens, sur ces sujets du quotidien. L'inspection du travail, moi je pense que c'est bien d'associer l'inspection du travail au sujet, hein. D'une part parce que ça permet. Alors, j'entends parfaitement la charge de travail des uns et des autres et des médecins comme des inspecteurs, et c'est sans doute pas facile. Mais en cas de contrôle d'un inspecteur du travail, ça peut être bien d'avoir éventuellement envoyé pour suggestion, je parle dans l'absolu encore une fois, hein, mais à l'inspecteur en disant bah, qu'est-ce que vous pensez de notre document? Il regardera, il ne regardera pas, mais s'il ne regarde pas, c'est plus difficile pour lui de venir dire un an après, ah bah tiens, il manque quelque chose dans votre DUR, quoi. Donc, voilà. Je pense que dans l'absolu, recourir au maximum de personnes, c'est toujours bien. Mais il n'y a pas d'obligation. En fait, mais par contre, au plan réglementaire, il n'y a pas d'obligation spécifique, c'est simplement d'associer les IRP et puis les salariés. Je pense que la démarche d'associer soit des commissions de santé ou de CSE, c'est très bien, mais des groupes de travail avec des salariés qui proviennent d'unités différentes, ça peut être aussi intéressant. Hmm, ok. Ouais, Si je peux, allez-y. si je peux juste me permettre, il y a quand même une grosse différence entre l'établissement et la mise à jour, qui est le choix de la méthode, de l'outil, qui n'est peut-être pas à refaire au moment de la mise à jour. Alors, sauf si on s'est aperçu que ça fonctionnait pas et de voilà. Mais il y a tout un travail qui normalement est nécessaire au moment de l'établissement, du choix de la méthode, de comment on va faire, de tracer tout ça, qui normalement dans la mise à jour est quand même beaucoup plus simplifié et nécessite peut-être un peu moins d'accompagnement. Je suis entièrement d'accord qu'il faut faire participer le plus de personnes, c'est mieux, et là-dessus, je vous rejoins totalement. Par contre, d'un point de vue appui technique, il peut y avoir quelques personnes à qui on a demandé d'intervenir pour établir la méthode et qu'on n'a peut-être pas besoin la deuxième fois. Ouais, complètement. Ouais. Alors, ça découle ma seconde question, enfin ma deuxième question. J'en aurai d'autres, je vous cache pas. Est-ce qu'il faut définir dès l'établissement ou en cours de vie du document unique une méthodologie, en préambule par exemple, du document unique pour sa mise à jour? J'allais vous dire oui et non. Oui, ça peut être intéressant parce que ça donne un process qu'il faut respecter. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être un outil tout à fait opportun. Euh, Après, les outils, c'est bien.
si tant est qu'on les respecte. Parce que si on se donne une feuille de route et qu'on ne la respecte pas dans le timing, bah, on tend le bâton pour se faire battre le moment venu. Voilà comment moi, à mon niveau, je vois les choses. Alors, la méthodologie, en même temps, elle est déjà inscrite dans le Code du travail, pour le coup. Hein, c'est ce qu'on a à l'écran, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un aménagement important, c'est là où il faut comment intervenir dès que ça modifie les conditions de santé, sécurité au travail. Donc, je pense que ça relève d'une appréciation interne. Et donc, s'obliger au-delà de la loi, c'est plus une question d'opportunité qu'autre chose. Et parfois, ça peut ne pas être forcément opportun. On peut se donner des règles non écrites que l'on juge ensuite nécessaire ou pas d'appliquer le moment venu, mais ce n'est pas forcément opportun de les écrire. Voilà. Ok. Peut-être que M. Baumann a une vision différente là-dessus. Non, après, il ne faut pas mettre l'entreprise en difficulté, hein, c'est pas l'objet, hein, on ne va pas se tirer une balle dans le pied soi-même. Par contre, pour certaines entreprises, ça peut être nécessaire pour anticiper l'organisation, vu la taille, le nombre de sites, ce genre de choses, d'avoir un planning, puisque quand même l'objet aussi du document unique, c'est de planifier la prévention, hein. Et donc, du coup, d'anticiper s'il faut réunir différents groupes de travail, ce genre de choses pour faire la mise à jour, pour rester dans les clous réglementaires derrière de la mise à jour annuelle. Donc, certaines entreprises ont besoin, peut-être, de cette organisation-là qu'il faut anticiper. Mais de là à l'écrire et de la graver dans le marbre, comme dit, il y a des choses qui peuvent fonctionner très bien. L'objectif étant que la prévention reste au cœur de l'outil, quoi. Par contre, c'est vrai que pour rebondir à nouveau là-dessus, votre question est intéressante parce que c'est vrai qu'au moment de la mise en place, le chantier étant assez lourd, forcément, il y a, je pense, une tendance au bout d'un moment, aller sur les points essentiels et forcément, on ne ratisse pas forcément peut-être la totalité des sujets. Et donc, se donner aussi des étapes de mise en œuvre en disant, bon, on a fait un socle de départ, dans un an, on fait un tour de piste ciblé sur tel et tel thème pour voir si on est… Et se donner un programme peut-être de revoyure de tel et tel thème. Alors après, je pense que c'est dans les grandes entreprises qu'on peut faire ça. Je pense par exemple, des entreprises dans lesquelles il y a, dans des usines où vous avez des machines, etc. Là, par exemple, j'ai un cas en tête. Après-demain, je plaide un dossier dans le nord de la France, en correctionnel, où il y a une machine qui était utilisée depuis 30 ans et il y a eu un accident au bout de 30 ans sur la machine parce qu'un salarié a mis sa main, s'est fait couper deux doigts dans un endroit où personne n'avait jamais eu l'idée forcément d'accéder. Alors, forcément, il y a un audit de fait et la société qui a audité a dit, bah oui, il y a un problème, c'est que vous avez des éléments mobiles et ces éléments mobiles sont accessibles. Or, sur les machines, il ne peut pas y avoir des éléments mobiles qui sont accessibles. Bon. L'entreprise avait acheté la machine il y a 30 ans, qui était certifiée conforme, et n'a jamais révisé cette machine en sécurité. Et donc aujourd'hui, la position forcément de l'inspection du travail, c'est de dire, c'est pas compliqué, la machine n'est pas conforme, donc vous êtes responsable, point final. Et réglementairement, effectivement, la machine n'est pas conforme, mais dans la démarche de sécurité, l'entreprise n'avait pas… Alors, on peut reprocher éventuellement à l'entreprise de ne pas avoir fait un contrôle périodique de la machine ou des machines, mais ça veut dire que ça, il faut l'anticiper et il faut pouvoir à ce moment-là se donner ça comme guide de conduite, de révision ponctuelle des outils pour voir s'ils sont toujours aux normes de sécurité.
Sachant que quand on fait appel à des audits externes, ça coûte un peu de sous quand même, hein. C'est pas neutre, hein. Des organismes de sécurité. Et soit rappel des pratiques de formation. Parce que ce dont on parle, là, ça paraît assez générique, mais en réalité, ça renvoie ensuite à la déclinaison individuelle des gens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont formés sur le poste de travail? S'ils sont polyvalents, qui vont d'un poste à un autre, est-ce qu'il y a une fiche de sécurité qui est déjà en place et qui prévoit sur ce poste-là les postures à adopter, les préventions à avoir? Et en fait, c'est le point de départ, le document, de toute une déclinaison de fiches et de réflexions poste par poste, des fois, qui sont nécessaires. Et j'en reviens à mon credo, qui est de pouvoir justifier tout ça. Et quand vous avez une démarche qui part du document unique, qui se décline ensuite poste par poste, qui se décline dans les plans de prévention, etc., bah, vous arrivez aussi, et moi, ça a été mon cas sur des dossiers mortels d'accident de travail, à obtenir néanmoins la relaxe des entreprises, alors qu'elles sont poursuivies pénalement forcément parce qu'il y a eu un mort, voire deux morts. Mais néanmoins, le juge peut arriver à relaxer l'entreprise en disant « vous n'êtes pas responsable pénalement ». Pourquoi vous n'êtes pas responsable? Parce que vous m'apportez la preuve que vous avez fait un travail conséquent en matière de sécurité, que de manière générale, on voit à travers les documents que vous nous produisez que vous êtes impliqué là-dessus et qu'au cas particulier de l'accident, vous aviez effectivement prévu toute une série de prévention des risques et qu'en réalité, c'est une erreur individuelle qui est survenue. Et quand on arrive à ça, ben on arrive à se dégager de sa responsabilité. Mais pour pouvoir se dégager de sa responsabilité, c'est extrêmement difficile si vous n'avez pas un formalisme conséquent, mais qui traduit un travail conséquent. Quand vous l'avez, ben vous êtes beaucoup plus à l'aise pour vous expliquer. Quand vous ne l'avez pas, bah, malheureusement, là, c'est beaucoup plus compliqué de s'exonérer de sa responsabilité. Merci. Alors, pour revenir sur le formalisme et notamment sur le formalisme de ces mises à jour, alors j'ai deux interrogations. Est-ce qu'il faut faire apparaître la mise à jour dans le document unique? Et si oui, comment? Et ma deuxième question, c'est quid de l'entreprise où rien n'a changé, les conditions de travail, les mesures je dirais de risque en fait, hein, dans l'entreprise, d'une année sur l'autre? Que faut-il faire apparaître dans le document unique à ce moment-là? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de votre question parce qu'il y a un peu de bruit à côté de moi. Que faut-il faire apparaître dans le document unique à partir du moment où rien n'a changé dans l'entreprise d'une année sur l'autre? Ouais. Bah, si rien n'a changé, comme dit la chanson, bah, il faut simplement dire qu'on a fait une actualisation. Je pense que c'est bien de montrer les points d'étape, effectivement, pour dire, ben voilà, on a fait un tour de piste telle année, 2 ans plus tard, et faisant ce tour de piste, on observe que les conditions sont demeurées similaires au plan matériel. Donc, voilà, donc déjà au plan matériel, c'est une chose. Et puis au plan de la santé mentale, alors peut-être qu'au plan de la santé mentale, il y a toujours peut-être des évolutions plus fortes parce que l'usage des outils numériques et des pratiques accentuées de télétravail ou autres font que on est sans doute sur un champ qui permet de découvrir des modalités qui nécessitent d'être encadrées au plan de la sécurité. Mais donc voilà. Et la première question que j'ai pu en C'était tête, sur le formalisme de cette mise à jour. oui, sur le formalisme. Le formalisme, c'est-à-dire Alors, comment, pour une question notamment de preuve, hein, faut-il faire apparaître qu'une mise à jour a été faite dans le document unique? alors, donc là, c'est le tracé. Comme disait M. Baumann, en fait, tout à l'heure, peut-être que vous êtes mieux à même que moi de répondre sur le sujet, mais montrer les anciennes versions, garder la trace des anciennes versions, mettre les nouvelles, afficher les dates, c'est sans doute ça qui est important. Alors, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de formalisme réglementaire. À mon sens, il faut effectivement la date de la dernière mise à jour apparaisse.
soit on est dans une démarche qualité et on a un document qui est bien cadré avec date d'édition, mise à jour, qu'est-ce qui a été mis à jour, voilà. Soit vous avez juste un document où c'est votre document unique de 2020, votre document unique de 2021, votre document unique bientôt de 2022. Faut que ça apparaisse sur le document pour que effectivement on sache, notamment quand on a une version papier, de quelle version on parle. Ça me paraît aussi assez important. Mais voilà, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas d'obligation de formalisme particulier d'édition de la mise à jour. Il faut juste que la date apparaisse. Et c'est vrai en termes de mise à jour, me vient une réflexion en tête, c'est que je pense qu'il peut y avoir une réticence à mettre beaucoup de risques d'évaluation. Enfin, je pense qu'il peut y avoir une réticence à lister un nombre important de choses, alors qu'en réalité, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut pouvoir lister un maximum de choses et s'autoriser à dire là, il y a des risques. Donc, voilà. Parce que moins vous en mettez, moins vous faites la preuve que vous avez réfléchi au sujet. Alors qu'au contraire, plus vous en mettez, plus vous mettez également, vous pensez à des moyens d'action et vous listez, et plus vous êtes dans la démonstration que vous êtes dans une réflexion active. Ce qui fait que le jour où vous avez un problème, et comme vous dites, mais c'est même pas mis dans votre document unique d'évaluation des risques, quand vous avez des items partout en montrant que vous avez réfléchi à énormément de choses, que vous avez associé le CSE, etc., s'il y a un trou dans la raquette, bah, vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise pour vous expliquer, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que bah oui, il y a des risques et on y va, on les liste et on les évalue et on regarde comment on peut réagir face à ça. Même si les moyens de prévention apparaissent finalement pas suffisants, bah, c'est pas grave. Il faut faire ce qu'on peut. Ça sera déjà très bien. On a deux réactions sur ces questions effectivement de la mise à jour. La première, une question, est-il possible de préciser en bas du document unique, créez-le, mise à jour le. Et la deuxième, une expérience personnelle, j'ai mis un tableau au début avec les dates des mises à jour. Oui, bah, très bien. Voilà. Donc les deux, je pense, sont possibles. Alors, pour faire la transition, j'aurais une dernière question à vous poser, et ça fera la transition avec la partie 3 je vous propose effectivement faire immédiatement. Euh, Dans le cadre effectivement de la situation sanitaire particulière qu'on a vécue depuis mars 2020, les entreprises ont mis un certain nombre je dirais, de démarches en place ou de documents ou de process en place. Et notamment, moi j'ai un point, c'est les affichages, hein. Il y a eu beaucoup d'affichages qui a été fait pendant cette période. Est-ce que pour vous, dans le cadre de ces mises à jour, il faut intégrer, et notamment vous parliez tout à l'heure des annexes, en annexe, les affichages faits au sein de l'entreprise? Un exemple d'affichage ou des exemples d'affichage faits au sein de l'entreprise. C'est une question très pratique, hein. Alors, est-ce qu'il faut le prévoir, c'est ça? Est-ce qu'il Est-ce faut qu'il faut le... intégrer en annexe, par exemple, du document unique, les affichages qui ont été faits dans l'entreprise? Alors, bah, oui, pourquoi pas, effectivement, ça peut être. Je pense que les affichages. Alors, on peut écrire dans le document unique qu'on va procéder à des affichages sur le sujet. Après, les annexer, vous voulez les garder comme preuve, annexer au document unique? Oui, oui, bah oui. Je pense que ça peut être très bien. Bon, même si ce n'est pas forcément l'objet du document, parce que c'est plutôt de la mise en œuvre du document, mais si ce n'est pas pour les annexer au document, en tout cas, c'est pour les garder effectivement et montrer ce qui a pu être fait en application du document unique pour se constituer effectivement, d'une part, une démarche de prévention réelle, et puis une démarche de preuve de tout ce qui a été entrepris. Donc oui, oui, je pense, c'est très bien de conserver la trace de tous les affichages qui ont pu être réalisés en application du document. Ok. Alors, Bien. juste, j'en profiterai pour revenir sur un aspect que j'aborderai pas tout à l'heure. C'est que faut se rappeler de pourquoi ça s'appelle document unique, hein. L'objet, c'était de regrouper dans un seul document tous les éléments de prévention pour éviter d'avoir à aller à chercher à gauche, à droite des documents quand l'inspecteur du travail, notamment, passait dans l'entreprise. Donc,
effectivement, si vous vous faites appel à une procédure dans les mesures de prévention que vous abordez, par exemple procédure de désinfection, bah, c'est bien qu'elle soit en annexe du document unique et qu'on ne soit pas obligé de perdre 3 heures à aller la chercher parce que c'est un tel qui l'a sur son PC. Voilà. Donc oui, effectivement, si vous avez des affichages, ce genre de choses, à mon sens, c'est pertinent d'au moins physiquement, voilà, que c'est une annexe ou pas, là, serait le côté juriste, savoir si c'est nécessaire de le mettre dedans ou pas, mais d'un point de vue au moins pratico-pratique, essayer de regrouper toutes ces informations-là, puisque c'est l'objet de ce document unique, c'est d'avoir dans un seul document toutes les informations de prévention.